en danger, les FIMI et la désinformation. Donc, à travers le continent africain, il faut savoir que les manipulations de l'information, qu'elles viennent d'acteurs étrangers ou locaux, exploitent l'absence de régulation forte, la polarisation politique et l'accès inégal à l'information fiable. Cette dynamique alimente la méfiance citoyenne, l'influence des processus électoraux et fragilise nos institutions. Aujourd'hui, nous allons analyser l'ampleur du phénomène, ses manifestations concrètes et surtout les stratégies numériques, la résilience démocratique et la participation civique éclairée. J'ai le plaisir de modérer ce panel. Je suis Kabiru Taïrou du CGID. Permettez-moi de présenter nos intervenants. Notre premier panéliste, je vais appeler ici M. Sébastien Bado, Information and Communication Officer à l'Union européenne. M. Sébastien Bado Ensuite, après M. Sébastien Bado, je vais appeler ici la représentante du ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Son Excellence Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, Madame Evelyne Kodjo, directrice du développement des nouveaux médias du ministère de la Communication de Côte d'Ivoire. Sur vos ovations. Notre troisième panéliste, c'est M. Ngala Desmond Ngala, Country Project Manager chez DeFi Now, expert de la prévention des discours de haine et de la résilience économique. Ensuite, nous appelons ici Vanessa Manesong de Code for Africa. Elle est data analyst, spécialiste des données, de la désinformation et des opérations de digital coordonnées. Et notre dernier panéliste, nous allons appeler M. Silas Jonathan, Digital Investigation Manager au CGID, enquêteur numérique et analyse des opérations de désinformation en Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour ce panel, nous allons poser 2 questions à chaque panéliste en 2 rounds. Donc, chaque panéliste aura 2 minutes pour répondre à la question. Les 2 premières questions qu'on va poser, ce sera des questions de compréhension, une contribution de chacun. Donc, chaque panéliste pourra répondre à la même question et ensuite, on aura des questions individuelles. On va essayer de changer un peu. Comme nous sommes, ce panel est modéré par un francophone, on va essayer le style francophone également. Donc, je vais commencer par Mme Kodjo. Ensuite, ça sera M. Ngala à côté. Comment les acteurs étrangers exploitent-ils les plateformes digitales pour influencer la démocratie et la stabilité sociale en Afrique? Merci à tous. Alors, déjà, les pays africains n'ont pas de plateforme à eux-mêmes. Nous sommes des consommateurs de contenu. Donc, il est facile pour les gens d'y insérer des informations qui nous portent préjudice. Et il faut savoir qu'avant l'information, il y a aussi la désinformation. Tant que nos gouvernements ne prendront pas la peine de donner la bonne information en temps réel aux différentes populations, les gens iront toujours chercher l'information ailleurs et c'est sur ces plateformes. Donc le danger, il est perpétuel. Il faudrait déjà qu'on prenne conscience que les gens utilisent l'espace qu'on leur donne. Si nous-mêmes ne prenons pas des lois, nous ne prenons pas la pleine mesure de ce qui se passe et qu'on voudra toujours cacher l'information à nos populations
qui en Afrique sont très jeunes, elles iront toujours chercher ailleurs ce que nous refusons de leur donner. C'est ce que je peux dire sur cette question. D'accord. Donc, M. Ngala, la même question. Quel est votre avis sur le sujet? Comment les acteurs étrangers exploitent les plateformes digitales pour influencer la démocratie et la stabilité en Afrique de l'Ouest? Ça fait du bien d'être ici à Abuja, mais aussi it's a little bit weird to speak French in Abuja for me. Partly because not long ago we were still part of the Eastern Regional House in Enugu. I come from the English-speaking parts of Cameroon. Mais je vais répondre à cette question en français juste pour honorer. Je pense que c'est... j'ai rejoint madame dans ce qu'elle disait. Juste pour dire que nous sommes des consommateurs de plateformes et les plateformes sont codées. C'est organisé à ce qu'on tire presque un certain type d'information. On incite à la réaction. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que les grandes puissances, surtout ceux qui essayent de manipuler l'information, savent effectivement très bien que le niveau de l'éducation aux médias dans nos différents pays est assez basse. Ce qui voudrait dire que toutefois, quand je vais publier que non, une hippopotame a fait un enfant avec un chien, les gens vont le croire parce qu'ils ont vu sur les médias sociaux. Et troisièmement, et plus important, c'est la nature aurait du vide. À chaque fois où il n'y a pas l'information, à chaque fois où nous ne parvenons pas à publier la bonne information en temps réel, ça pousse effectivement à ce qu'il y a de la désinformation et que les plateformes puissent nous manipuler. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, tout ce qui descendait de l'avion était bien jusqu'à ce que le Covid descende. On nous disait que non, vous m'avez gardé quoi? Qu'est-ce que vous m'avez ramené? Mais quand le Covid est descendu, on a dit que non, les avions, ceux qui venaient là, on a même commencé à profaner même les discours de haine envers la diaspora qui revenait dans les différents pays. Peut-être pour conclure, on devrait aussi se dire que une certaine manière kleptocrate de gérer nos différentes questions de gouvernance pousse beaucoup plus à ce que ceux qui sont basés hors de ces pays puissent pousser un certain narratif sur les médias sociaux. Je veux par là dire, voyez-vous, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, même en Afrique australe, que ce sont même d'ailleurs les dirigeants qui cherchent souvent les cabinets noirs, ceux qui sont organisés, des community managers qui passent à longueur de journée de 7h à 17h à relayer un certain type d'informations pour façonner la manière dont nous réfléchissons. D'accord, merci M. Ngala. J'apprends que M. Mbado est en ligne, qui va intervenir via Zoom. Donc, Monsieur Sébastien Mbado, vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. D'accord, ok. Donc, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, la réponse de M. Ngala me permet de vous poser cette question. Quelles sont les vulnérabilités locales, ce sont en termes de littératie digitale, de polarisation ou de régulation ou de facteurs socio-économiques qui sont les plus exploités par ces acteurs? Les acteurs qui sont ceux qui produisent plus de films et de désinformation. Quelles sont les vulnérabilités qu'ils exploitent au niveau local? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que mes collègues panélistes sont mieux placés que moi pour répondre à cette question, en tout cas en ce qui concerne les vulnérabilités locales africaines. Si je peux partager l'expérience européenne, en tout cas. Allez-y. Même dans un environnement... Pardon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. On vous entend très bien. Très bien. Non, j'allais dire qu'en fait, les acteurs malicieux, qu'ils soient étrangers ou domestiques, en fait, exploitent toutes les faiblesses des environnements informationnels, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, et peu importe le niveau de développement et le niveau
de littératie, d'habilité dans les écosystèmes et dans les environnements informationnels, peu importe les niveaux d'éducation, les niveaux de littératie. Donc il faut se préparer à ça. Maintenant, ce qui est particulièrement délicat, que ce soit en Europe comme en Afrique, c'est la constante évolution des capacités digitales et technologiques qui sont exploitées par ces acteurs-là. Et donc, on a quelque part toujours un train de retard, si je puis dire, et il faut pouvoir justement rattraper la course et pouvoir sensibiliser les publics, qu'ils soient européens et africains, sur ces nouvelles menaces et la façon dont elles se déploient au jour le jour. D'accord, merci. Donc Vanessa, vous qui êtes analyste et chercheuse sur le domaine, je vous remets la même question. Quelles sont les vulnérabilités locales qui sont exploitées par ces acteurs? Ok, bon après-midi à tout le monde. Alors, je vais rappeler que je suis analyste de données d'investigation au sein de l'équipe iLab de Code for Africa. Et précisément cette année, j'ai eu l'honneur de travailler sur un projet dont le but est de lutter contre la désinformation en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tout en étudiant la dynamique des interactions avec les pays voisins, notamment les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et aussi les interactions avec les puissances étrangères, notamment la Russie, la Chine, les États-Unis et la France. Alors, en ce qui est de la question, je dirais que les acteurs de la manipulation, donc du moins de l'ingérence et de la manipulation de l'information, utilisent le pouvoir des narratifs. Je pense que M. Ngala l'a bien mentionné. Alors, ils exploitent donc les blessures antérieures de l'Afrique qui n'ont pas encore été complètement guéries, notamment les narratifs autour du néocolonialisme, de la souveraineté. C'est donc ainsi que ces acteurs-là créent des récits hyper ciblés afin de les amplifier sur les plateformes. Et par exemple, vous allez voir les récits qui présentent le panafricanisme radical et aussi la souveraineté comme étant les seules voies de la libération de l'Afrique. Je ne suis pas contre le panafricanisme, mais c'est juste que ces acteurs-là ont bien conscience de la sensibilité du sujet, savent où toucher. C'est pourquoi on parle de récits hyper ciblés. Et donc, pour mieux atteindre leurs objectifs, ces acteurs-là aussi passent par des voies locales, notamment les influenceurs locaux, et aussi les groupes coordonnés, pour donner en fait une impression des débats publics et organiques, donc quelque chose de naturel, alors que derrière, c'est en fait de l'astrostuffing, où peut-être des organisations sont payées pour faire de la propagande, de faire certaines luttes en fait. Alors, et à travers ce mouvement-là, ces puissances arrivent aussi à faire passer leurs agendas. Voilà, à faire passer leurs agendas pour des mouvements populaires organiques, donc comme étant des luttes naturelles, des revendications des personnes locales. Donc l'objectif ici est très simple. Premièrement, polariser les plateformes avec les récits, dans le but de pouvoir créer une sorte, donc du moins réduire la confiance envers les institutions. Et finalement, dès que le moment se pose, du moins quand c'est le bon moment, vous allez voir ces acteurs-là influencer les discours lors des moments démocratiques clés, notamment lors des élections. Et la conséquence, alors qu'on observe, c'est que nos plateformes sont directement transformées en des batailles numériques où la démocratie est, je vais dire, comment dirais-je, secrètement modélée. Voilà, donc ça c'est en fait la façon dont les acteurs étrangers utilisent des narratifs pour pouvoir manipuler l'opinion publique. D'accord, merci. Donc, Mr. Silas, vous qui êtes également chercheur et investigateur sur le domaine,
Pouvez-vous partager un cas récent illustrant les conséquences concrètes de FIMI sur la confiance, les élections et la cohésion nationale? Un cas récent que vous avez détecté durant vos investigations. Recent case study. Oh, I should have taken my French classes seriously. You can speak English. Yeah, I mean, I'm just thinking about my life. Yeah, I think that democracy in Africa is facing lots of challenges. And one of the challenges that I have seen is how social media is being perpetuated by sometimes faceless actors to create a narrative that places democracy at its weakest. And there are reasons for that. When you see people protesting or supporting authoritarian governments, it becomes apparent to you that the system which was supposed to protect them and cater for them has failed sometimes. And actors, whether externally or internally, have understood that sometimes the best way to be able to perpetuate democratic values and standards is by using democratic gaps. For example, the research I conducted ahead of the elections in Côte d'Ivoire opened me up to so many things. And one of it is that there is already a rising apathy towards democracy before the elections. People didn't even want to go and vote because they feel that the current government was pushing for fourth term, which was not supposed to be. And which of course goes against everything that democracy stands for. And then also there are lots of conversations ahead of the elections around the futility of just going out to vote and like that. And in the elections in Ghana, we have seen how social media, specifically Twitter, was used in a very coordinated way, specific hashtags, to target the identity, and smother the character of candidates. And you may think that that is not a problem, that it is allowed in politics. It should be. But when it becomes coordinated, when it becomes organized, then it challenges what democracy stands for: transparency, truth, and accountability. And what kind of information, this kind of information that is coordinated to impact on candidates' character, full of lies, can also impact on voters' choice of who to choose. And that is a problem. And that is a problem because whether it is in Ghana, whether it is in Nigeria, whether it is in Côte d'Ivoire, we are continually seeing the hunger for an authoritarian system of government that favors those in uniform. And then the big question that always comes to mind is, who is to benefit from this? Who is perpetuating it? And what is the end goal? Thank you. D'accord, merci. D'accord, je reviens à vous, M. Ngala. Donc, tout ce qu'on a décrit tout à l'heure comme problème, réalité, qu'on retrouve en Afrique, concernant la question, quelle stratégie à long terme peut-on mettre en œuvre pour bâtir une résidence numérique durable sur le continent? La première stratégie est toujours, pour moi, ça a toujours été l'engagement local. Par l'engagement local, je me réjouis d'ailleurs que nous avons M. Sébastien qui est en ligne. L'Union européenne est aussi présente au Cameroun avec des différentes actions. Voyez-vous, ce n'est pas en croyant que les élections sont en 2026 qu'on va déployer des actions en 2025 et puis en un an, on aura les résultats. Je pense que c'est ce que certaines puissances étrangères ont su comprendre. Et tout à l'heure, on parlait même de la participation de la jeunesse. Ce n'est pas en un jour on fait voter les gens. C'est en une dizaine d'années, parce que le comportement ou bien le changement de comportement humain ne vient pas tout de suite. Donc, c'est des efforts de plusieurs années. Donc, on ne va pas nous dire que non, on va vous soutenir pour un an et puis les résultats vont tomber presque là. Donc, c'est d'engagement. La deuxième des choses, c'est qu'il faudra qu'on se regarde dans les yeux, on se dit les vérités. Je suis tout à fait fier qu'on a un représentant du gouvernement qui est ici, venant de la Côte d'Ivoire.
c'est le beau. Nous avons aussi épousé une femme de chez eux, donc c'est devenu un beau national chez nous. Mais il peut aussi encaisser des questions suivantes quand on le pose. Des questions, la désinformation ou bien la manipulation de désinformation revient parce que le gouvernement a failli quelque part. Les institutions en place ont failli quelque part. Partout dans le monde, il n'y a pas un paradis, hein. Même ceux qui pensent que même en allant à l'étranger, en Europe, en Occident, on va faire mieux. Il y a des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes, je vais dire, basiques. S'il y a un manque de route, d'électricité, de l'eau potable, je sais que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, mais je parlais là du Cameroun. S'il y a un mépris envers la population, que ça soit perceptible, que ça soit réel ou seulement les gens qui y pensent, ça devient autre chose parce que les gens vont toujours croire et on va le pousser. Je vais vous dire 2 narratifs qui se passent au Cameroun. La première, c'est qu'on pense que peut-être l'alternative à la France pourrait être la Russie. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Et je sais qu'on est en train de transmettre ça, donc on pourra vérifier. Ou vous allez même dans les universités. D'ailleurs, moi, j'ai assisté souvent dans les cours dans les universités. Vous voyez des jeunes qui vous disent que non, si pendant 50 ans, on a été avec la France dans un partenariat, disons-nous gagnant-gagnant, et on n'a pas eu les résultats, peut-être il est temps de revoir ailleurs. Mais ils ne savent pas ce qui est ailleurs. On n'a pas encore essayé avec d'autres partenaires pour voir. Mais on est en train de dire, est-ce qu'on préfère le diable qu'on connaît, ou bien le diable qu'on le connaît déjà, ou bien un ange qu'on ne connaît pas, qu'on est en train d'aller. Donc, les questions de gouvernance poussent la désinformation à ce que ça requiert. La troisième des choses, c'est la participation civique et, je vais dire, citoyenne et numérique. Au Cameroun, dernièrement, on a eu une certaine idée de créer 1000 e-volontaires, c'est-à-dire 1000 jeunes qui devraient se déployer sur la toile pour assainir cette toile-là et pour donner la bonne information. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le nombre de vues, des partages, des likes et des commentaires sur la page Facebook du président sortant, à la veille des élections, sont passés de 200 en moyenne sur chaque poste à 1500. Donc on se disait qu'on ne sait pas si c'est les 1000 là qui essayent de partager et puis ça fait cela. Il ne faudra pas qu'on essaye un peu de revenir sur cette question juste pour faire plaire à d'autres personnes, mais quand on se regarde en fait pour dire non, le problème est d'abord de l'interne. Si les mairies, si au niveau des régions, si à l'échelle nationale, on ne peut pas résoudre ces problèmes, on va toujours y revenir. Et dernièrement, c'est des questions de la pénétration d'Internet. On est dans une société où, lors du Covid et tout dernièrement, lors même d'autres crises au Cameroun, on attendait que le soir, que soit un ministre tweet pour dire il y a tel nombre de cas pour que les gens puissent y croire. Et il y avait des personnes qui grimpaient les montagnes pour pouvoir vous dire voici ce que j'ai vu. Vous n'avez pas vu, mais vous le croyez parce qu'il s'est déplacé. Il y a des personnes qui se disent bon, on va vendre peut-être, je ne sais pas, 100 mégas à 250 francs. Et nous, on va se dire non, c'est cher. Et celui qui a l'argent, on va vous dire que non, moi j'ai activé. Et l'information qu'il va vous donner, c'est ça. En fait, il y a un ensemble de pratiques que nous devons internaliser au niveau local pour que le FIMI, que personne ne puisse manipuler l'information. Lors des élections présidentielles au Cameroun, on a vu une histoire qui venait de la Centrafrique. Et c'était très clair, où on disait qu'il y avait des jeunes hommes qui se disaient qu'il y avait les sexes qui disparaissaient. Si quelqu'un les touchait, ça disparaissait. Et les autorités ont dit non. Mais après, on a constaté que c'était le FIMI. C'était en Centrafrique et on disait que non, c'est des hautes personnalités proches du président de la France qui essayaient d'envoyer des gens en Afrique voler le sexe des jeunes hommes, pour en faire ce qu'on ne sait pas. Et c'était en fait pour décrédibiliser non seulement la France, mais l'Occident. Et on a vu, c'était Sputnik. Là, c'est clair, vous pouvez le voir, taper en ligne, vous allez le voir. C'était pour décrédibiliser non seulement la France, mais tout autre acteur qui était là à la veille des élections. Mais c'est là comment ça manipule l'information, c'est que la jeunesse qui était assez connectée sur les plateformes numériques
ont laissé toutes les questions qu'ils posaient aux gouvernants pour poser maintenant les questions de ne sortez pas, vos sexes vont disparaître. N'allez pas au meeting politique, ça va faire ceci. Ne disait pas ceci. Au lieu de parler de vraies choses du pays, on a commencé à parler du sexe et ça a pris pratiquement presque 2 mois pour se calmer. Donc, en quelque sorte, la solution est transversale. En même temps endogène, mais aussi internationale parce que le Cameroun ne vit pas dans un vide. D'accord, merci beaucoup. Donc, monsieur Sébastien, vous êtes avec nous? Monsieur Sébastien? D'accord. Oui, je suis là. D'accord. Donc, à la lumière de ce qui a été dit tout à l'heure, quel rôle les institutions de la trame de l'Union européenne doivent jouer pour contrer ces genres de menaces? Mais écoutez, au niveau européen, en fait, il y a eu toute une évolution. Le travail sur la question de la désinformation et de ce qu'on appelle les FIMI maintenant, les manipulations de l'information et les ingérences étrangères, ça fait 10 ans en fait qu'il a commencé. Alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'on est arrivé à une certaine maturité, mais en fait maintenant, on voit qu'il y a une prise de conscience qui est consensuelle. Alors qu'il y a 10 ans, en fait, c'était le début du travail, ça commençait tout juste, ça démarrait beaucoup avec la société civile, avec les chercheurs, avec certaines parties des institutions, dont celle pour laquelle je travaille, qui est le directorat Stratcom du SEAE, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et si vous voulez maintenant, aujourd'hui, 10 ans après, 2025, la prise de conscience et la reconnaissance de la menace, elle est consensuelle. Donc ça a pris un certain temps. Ensuite, vous en avez peut-être entendu parler, l'Union européenne a adopté il y a 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, ce qu'on appelle le Democracy Shield, donc le bouclier démocratique, qui est un cadre politique avec un ensemble de mesures pour se prémunir et se défendre des ingérences étrangères et notamment des ingérences informationnelles. Donc c'est tout un cadre de mesures qui vise à renforcer l'intégrité de l'information, qui vise aussi à mettre en valeur ce qu'on fait dans le cadre du DSA, donc le Digital Services Act, etc. Et puis il y a aussi des nouvelles mesures qui ont été annoncées. Donc ça c'est pour l'aspect, je dirais, purement européen, quoi. Mais l'ambition au niveau européen, elle n'est pas que de se concentrer sur ce qui se passe sur le sol européen. Et en fait, assez tôt, on a souhaité pouvoir accompagner et soutenir les acteurs locaux, de la société civile, des médias, les chercheurs, mais aussi les institutions des pays partenaires, à travers le monde, puisque en fait aujourd'hui la menace elle est globale. Et ça c'est aussi, il y a un consensus au niveau européen sur ce fait-là. Nous sommes attaqués en Europe, mais en fait ces dynamiques FIMI, on les voit à l'œuvre partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, etc. Et donc la réponse, elle doit aussi se passer sur tous ces continents. Et donc c'est pour ça que nous, au niveau européen, nous sommes, j'allais dire, très actifs, peut-être pas assez, mais en tout cas de plus en plus, auprès d'organisations comme les vôtres, pour pouvoir soutenir les initiatives locales, pour pouvoir soutenir les acteurs locaux qui sont les mieux placés à répondre à ces menaces. Et si je puis dire, et si vous me le permettez, je voulais dire un petit mot par rapport à la question que vous avez posée aux collègues précédents. Allez-y. Je pense qu'en termes de stratégie long terme, ce que nous avons mis en place au niveau européen, en fait, c'est un peu le modèle qu'on essaye de promouvoir dans nos engagements sur les différents continents. Et c'est ce qu'on fait aussi un petit peu aussi au niveau africain, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et puis autre part, c'est d'avoir ce modèle de partenariat pluriacteur.
Et pour nous, c'est essentiel si l'on souhaite avoir des réponses efficaces à la hauteur de la menace. Il faut pouvoir mettre en commun toutes les expertises qui existent au sein de la société civile, des médias, et puis, bien entendu, pouvoir engager un dialogue avec les entreprises technologiques et les gouvernements, et d'avoir ces véritables partenariats pluriacteurs pour faire en sorte que la réponse soit beaucoup plus efficace. En fait. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous avez parlé des gouvernements, donc on va donner la parole à Mme Kodjo, qui est représentante du ministre de la Communication de Côte d'Ivoire. Quel rôle le gouvernement doit jouer face à cette menace? La réponse, elle doit être globale. Hein. Ce ne sont pas seulement les gouvernements, c'est tout le monde. Gouvernement, société civile, les populations, c'est tout le monde. Mais tout à l'heure, je voudrais revenir sur ce que mes collègues ont dit. Le gros problème des FIMI, n'oublions pas que nous avons un grand pan de population de nos différents pays qui numériquement ne sont pas outillés. Et tant que cette fracture numérique va persister, nous aurons toujours ce problème. Il faut commencer par l'éducation aux médias. On est toujours en train de parler, on va parler de FEMI, on va parler d'autres choses, mais les populations qui sont au cœur du problème, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis quand on parle de FEMI, tout à l'heure, on parle de la Chine, on parle de l'URSS, mais tous les États le font selon leurs besoins. Tous les États le font selon leurs besoins. Et à chaque fois que je vais à des conférences et qu'on me parle de FEMI, c'est toujours la Chine et la Russie qui sont les mauvais et les autres sont les gentils. Selon leurs besoins, les États occidentaux qui nous ont colonisés et autres, selon leurs besoins, selon leur agenda, ils font aussi des FEMI et il faut le dire. Donc tous les États utilisent la désinformation selon leurs besoins. Tout le monde le fait, sauf les Africains, on n'est pas encore à ce niveau, mais tous les autres pays le font. Donc ça, je voudrais que ce soit adressé, ce ne soit seulement la Chine et puis la Russie. D'accord, merci beaucoup. Donc Vanessa, vous qui accompagnez les médias au niveau de... Ah d'accord, vous répondez à votre question. Je réponds à ma question. Je pense que la Côte d'Ivoire a une stratégie. Oui, alors en Côte d'Ivoire, voilà. Alors je vais vous partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Quand le ministre Amadou Coulibaly a pris fonction, nous avons fait une étude. Nous avons lancé un sondage en ligne et les résultats ont été tellement parlants. Quelle était la source d'information des populations? Internet et le bouche à oreille. Les médias traditionnels que sont la télévision, la radio et les journaux papier, ils n'avaient pas confiance. Donc nous, au ministère de la Communication, on s'est dit qu'il y avait un véritable problème. Une population qui prend ces informations d'Internet et on connaît les risques et du bouche à oreille, ça posait problème. D'où la campagne en ligne Tous Responsables que nous avons lancée et qui est une campagne de sensibilisation et d'éducation aux médias. On va partout, toutes les couches de la population. Avant que je vienne ici, nous étions avec le COSIM, les imams. On a formé le bureau des imams, ils étaient 93. Là, pendant que j'étais en salle, on m'a envoyé un message. Le samedi, on s'en va former 150 imams de la commune de Koumassi. Nous avons eu les hommes politiques, nous avons eu les influenceurs. Nous allons dans toutes les écoles de formation de Côte d'Ivoire, le CAFOP qui forme les instituteurs, ceux qui forment les gens du public, chez les écoles qui forment les infirmiers. Nous sommes passés partout. Et de cela est née cette fiche avec laquelle je suis venue, où on résume les bonnes attitudes à avoir en ligne et où on parle aussi des peines et des infractions. Il y a beaucoup de lois sur la cybercriminalité que nous avons prises qui datent de 2011, mais les populations ne le savent pas. Et quand on tourne avec des experts de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui vont parler aux populations, qui leur expliquent un cybercriminel, comment il agit, quel est son mode opératoire. On leur explique que si vous avez des problèmes, la plateforme est là. Et comme vous voyez sur cette fiche, atteinte à l'honneur et à l'image, on vous donne l'article de loi, on vous dit le nombre de peines de prison et la peine financière, escroquerie sur Internet, incitation à la haine, fraude sur transactions électroniques. Et de ce côté, les bonnes attitudes, on vous dit ce qu'il faut éviter de faire, méfiez-vous. Par exemple, évitez de publier ou de communiquer des informations personnelles, d'avoir confiance aveugle en ligne, de conserver ou d'envoyer des contenus intimes, de répondre à des invitations d'inconnus dans des espaces privés.
et on vous fait un résumé de notre module avec lequel nous partons. Et ça, c'est affiché partout où nous passons, dans les établissements scolaires, devant les mosquées, dans les mairies, les sous-préfectures, partout où nous passons faire une sensibilisation. Les affiches sont plus grandes. Vous avez une avec les généralités, l'autre avec les infractions, et les deux sont collés côte à côte. Et je vous assure que depuis que nous tournons avec les experts de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, depuis 2023, ils étaient à 1100 plaintes. Actuellement, on a plus de 15 000 plaintes après 2 ans. Quand on va sur les réseaux sociaux, on ne dit pas qu'on a réglé le problème. Bien sûr que ça continue. Mais quand on voit, il y a franchement un changement. Souvent, les gens sont là, ah, attention, la PLCC vous regarde. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas venir parler de désinformation sans éduquer les populations. On ne va pas y arriver. Tant qu'on ne passera pas par une éducation à l'information et aux médias, et justement, on a réussi à ce que le ministère de l'Éducation nationale puisse mettre ça dans les curricula. Donc, à partir de l'année prochaine, ça fera partie des curricula scolaires. Nous avons réussi ça. La semaine prochaine, nous allons aller avec le ministère de l'enseignement technique, la profession de l'enseignement technique et professionnel et de l'apprentissage. C'est pour vous dire que nous sommes en train de mailler tout doucement la société pour faire prendre conscience aux gens que nous sommes d'abord responsables nous-mêmes de ce que nous mettons en ligne et de ce que nous publions. On leur apprend comment signaler une information qui ne vous convient pas. Parce que nous ne sommes pas propriétaires des plateformes. Si nous voyons quelque chose qui ne nous plaît pas, il faut écrire à Facebook, il faut écrire à WhatsApp, il faut leur demander la permission pour qu'ils puissent enlever tout ça. D'accord. Donc vraiment, nous devons tous être responsables en ligne. Exactement. D'accord. Donc pour terminer notre panel, à nos deux experts, comment le secteur médiatique peut-il consolider son rôle d'acteur de démocratie à travers la lutte contre la désinformation? La question est adressée à Vanessa et à Saïlas également. S'il te plaît, tu peux répéter la Comment question. le secteur médiatique peut-il consolider son rôle d'acteur important de la démocratie à travers cette lutte-là? La question est à Vanessa et à Saïlas pour terminer. Le secteur étatique. Comment le secteur médiatique, c'est-à-dire les hommes des médias? Des médias. C'est ça. Vous qui accompagnez les hommes des médias à travers vos recherches. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce que les médias peuvent donc aider à mieux lutter contre la désinformation? C'est bien ça la question. Oui, comment ils peuvent consolider leur rôle en tant que pilier essentiel de la démocratie? Ok. Alors, je pense que déjà à la base, nous avons le rôle de base des médias. Fournir des informations fiables, vérifiées, voilà, et aussi à temps. Parce qu'un média est plus intéressant lorsqu'il est proactif, lorsqu'il arrive à vite réagir par rapport à certaines informations, notamment dans les alertes, voilà, des médias qui font dans le fact-checking. C'est très, très important que lorsqu'il y a une fausse information qui circule, que le média soit très réactif. Et maintenant, il y a la question de renforcement de capacité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. C'est vrai que la technologie existe depuis, mais aujourd'hui, nous sommes à une étape un peu plus élevée, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et aussi le fait que, comme Madame l'a précisé, les gens utilisent majoritairement les réseaux sociaux pour s'informer. Pourquoi? Parce que là-bas, on y produit tellement de données. Comme je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire, dont je fais principalement les études et aussi au Sénégal, on peut voir qu'au moins 75% de la population utilise Facebook. Au Sénégal, nous sommes à 95%. Voilà. Ça montre à quel point, parce que même chez nous, on sait que dès qu'il y a une information, au lieu d'attendre le journal de 20 heures, on va aller regarder les lanceurs d'alerte sur les réseaux pour voir ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Et donc, il y a tellement d'informations qui sont produites. Comment est-ce que les médias, parce que dans ce grand nombre d'informations qui sont produites, il y a aussi beaucoup de fausses informations. Comment les médias arrivent-ils à pallier à cela? Avec tout un tas d'informations qui circulent. S'ils utilisent toujours les méthodes traditionnelles manuelles pour pouvoir analyser les informations, c'est pourquoi ici je parle de renforcement de capacité.
Donc, les médias doivent être formés à l'utilisation des outils open source et intelligents. Ce sont les outils qui vont permettre de collecter un grand nombre de données, notamment les posts sur les réseaux sociaux, pouvoir faire un fact-checking plus rapide. Donc, les médias doivent être formés à l'utilisation de ces données, être formés au data journalism, voilà, et aussi toutes les autres techniques. Et aussi, même dans les médias, nous devons avoir des experts avec un background peut-être un peu plus informatisé, qui pourraient aider à mieux détecter les deepfakes, donc les contenus générés par intelligence artificielle. Parce qu'avant, lorsque les deepfakes arrivaient, c'était facile de détecter un deepfake. On pouvait dire que bon, les deepfakes, généralement, ils ont un background un peu flouté. Lorsqu'on regarde le visage, on peut constater que les deux oreilles ne sont pas identiques. Des petites choses comme ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, les deepfakes sont tellement plus vrais que nature. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir détecter un deepfake? Aujourd'hui, il existe des outils de détection des deepfakes, mais l'outil peut peut-être dire qu'il s'agit d'un deepfake ici à un certain pourcentage. Et même encore, nous n'avons pas beaucoup d'outils pour le faire. Mais par contre, il existe des modèles pour pouvoir utiliser ces outils-là. Voilà, bon, ça c'est un peu plus technique. Donc, il y a donc le renforcement des capacités, le fait que les médias doivent vraiment faire leur boulot de médias, produire des informations vérifiées, contextualisées et surtout non partisans. Oui, je pense que c'est très important. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter quelque chose, Silas? Est-ce que vous voulez compléter quelque chose avant de rendre le micro au modérateur? Souhaitez-vous compléter quelque chose à ce que... Désolé, I don't think you have anything. Monsieur, the role of media. Oh, okay, yeah. I think that the role of media in countering extreme and harmful narratives, especially the one that attacks democracy, is that we need to tell stories that reminds people of the dividends of democracy. I'll give you an example. In a report I was reading yesterday, the journalist just did a paragraph to say, did you know that in the entire Nigerian military government, there has never been a woman in the military cabinet? And that has, in a way, impacted on women's leadership and how women can aspire, to dream bigger. That is a problem, and this is nothing you see in an authoritarian government. So we need to put out counter-narratives that reassures the population of the dividends that we have in democracy. And then also, we need to be able to set an agenda where governments set up forensic information analysis units within, I think Ministry of Information, Nigeria should have something like that, where they are set up to be able to have early alert systems to be able to monitor where are these information threats coming on and how is it going to impact also on that. And then lastly, I think that journalists should also try to learn more languages, Thank you very much. D'accord. Donc, merci à nos panélistes pour la qualité des échanges. All right, please put your hands together for this very wonderful panel.